Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes premières lectures pour le mois de février. Comme chaque année, j'ai participé au challenge Février Tapal organisé par Alex Bookin en Prada et ça m'a fait lire pas mal de romans puisque le but au départ c'est de lire un livre par jour ou 200 pages par jour. Je m'y suis à peu près tenue en sachant que j'ai pas forcément lu un livre par jour mais qu'il y a des jours où j'ai lu un peu plus et des jours où j'ai lu un peu moins. Mais dans l'ensemble ça s'équilibre à peu près autour de ça. Le mois n'est pas encore tout à fait terminé pour moi, donc à voir ce que ça donne sur le verdict final. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de ce très bon rythme de lecture pour le mois de février. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes 7 premiers romans lus ainsi que mes 3 premiers graphiques. Et on va commencer sans plus tarder. Pour démarrer, j'ai donc lu Sankofa, la fille adoptive de la mort par Nnedi Okorafor, qui est publié chez l'École des loisirs. Nnedi Okorafor, pour ma part, je l'avais découverte avec son roman Qui a peur de la mort, qui est un roman d'afrofuturisme, afro-fantasy, que j'avais beaucoup apprécié, qui est un titre qui a très bien fonctionné et qui est paru en poche également. Et puis j'ai également relu d'autres de ses titres, j'ai lu le premier tome de Akata Witch par exemple. Enfin voilà, j'ai découvert un petit peu ces différentes œuvres et effectivement à chaque fois ce sont donc des romans d'afrofuturisme ou d'afro-fantasy et ce sont des titres que je trouve toujours très intéressants. Pour celui-ci, on est sur un format vraiment court, c'est un roman en one-shot, il n'y a pas de suite, c'est vraiment un tome unique, dans lequel on va découvrir Sankofa, qui est une adolescente qui vit un petit peu un parcours initiatique, qui traverse un peu les villes seule, en sachant qu'elle est considérée donc effectivement comme étant la fille adoptive de la mort et qu'elle répand un peu la mort, elle a un peu un rôle de faucheuse. On est sur un récit qui est à la limite entre de la SF et du fantastique et qui s'ancre au Ghana. C'est un titre qui traite pas mal de l'écologie, également du féminisme, et puis qui traite pas mal du coup de quête de soi, de quête d'identité et forcément aussi du lien avec la mort. En tout cas pour ma part ça a été une chouette lecture, j'ai été assez prise dedans, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il n'a pas forcément de très bons retours celui-ci par rapport aux autres romans de l'autrice, mais pour ma part je l'ai bien apprécié la découverte. Ensuite j'ai découvert Arpenter la nuit par Leila Motley. C'est un roman qui est sorti chez Albin Michel, il est sorti l'année dernière et c'est un premier roman. C'est une traduction qui nous vient des États-Unis et pour ma part je ne l'ai pas lu dans sa version papier, même si je l'ai également, mais je l'ai écouté dans sa version audio puisque c'est l'un des titres qui a été sélectionné pour le prix Audiolib 2024 et j'ai eu la grande chance d'être sélectionnée parmi les jurys cette année. On a donc 10 livres audio publiés par Audiolib à écouter et Arpenter la nuit en faisait partie. C'est un roman qui me faisait super envie mais dans lequel j'avais jamais pris le temps de me lancer, donc la version audio c'était vraiment la bonne occasion et du coup c'est par celui-ci que j'ai commencé mon écoute de la sélection. Et pour être très honnête, je pense qu'il va être assez difficile à détrôner. Pour ce récit-là, Leila Motley en fait s'est inspirée d'un fait réel, d'un fait divers qui a existé et qui s'est passé dans sa ville à Auckland. Et justement dans cette ville d'Auckland, on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau de prostitution qui était directement lié avec une brigade de police qui organisait des fêtes durant lesquelles ils payaient en fait des jeunes filles pour se prostituer pour eux. Et apparemment suite au procès etc, tout ça a un peu abouti sur rien du tout, en sachant que parmi ces filles il y en a certaines qui étaient mineures et du coup Leila Motley a décidé d'écrire un roman, donc vraiment une fiction, mais qui est basé sur cet événement et dans lequel on va donc suivre une jeune femme, en l'occurrence Chiara qui a 17 ans et qui va effectivement se retrouver petit à petit à force d'enchaîner les galères et de chercher des moyens de s'en sortir, se retrouver à entrer dans la prostitution et effectivement à se prostituer notamment pour une brigade de police. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé très très bien fait, c'est hyper bien écrit, c'est très prenant, vraiment tout est très visuel, on est vraiment directement captivé dedans. J'ai beaucoup aimé le personnage de Chiara et j'ai aussi beaucoup apprécié sa relation avec Trevor qui est le fils de sa voisine qui n'a que 9 ans et qu'elle essaye d'aider du mieux qu'elle peut. Chiara elle vient vraiment d'une famille qui est très compliquée, son père est décédé, il a été en prison, sa mère est également emprisonnée maintenant suite à un acte assez terrible qu'elle a commis et dont on va nous parler également. Donc voilà, c'est vraiment un titre qui est quand même assez difficile, il y a pas mal de choses dures dedans, mais c'est un titre que pour ma part j'ai beaucoup apprécié découvrir, c'est super bien écrit et puis en plus voilà d'apprendre que ça a été inspiré par cette histoire vraie et que c'est cette toute jeune autrice Leila Motley qui l'a écrit, qui a commencé l'écriture de ce récit alors qu'elle avait je crois 17 ou 18 ans. Enfin vraiment c'est assez impressionnant du coup pour un premier roman et j'ai hâte de voir ce que donneront les suivants. Je crois que celui-ci a quand même assez bien marché donc on devrait avoir des chances d'avoir les suivants qui nous viennent jusqu'à nous en France. Mais voilà, en tout cas une très chouette lecture et la version audio est vraiment super. Donc c'est pour ça que je vous dis pour moi vraiment ça a été un peu un sans faute du côté de ce récit-là. Et ce sera assez difficile à détrôner. Ensuite j'ai lu Les âmes silencieuses par Mélanie Guyard qui est sorti aux éditions Seuil il y a de ça un petit moment. Il est également sorti en poche, je crois que c'est chez Point. On est sur un récit qui est assez court, qui fait 300 pages mais c'est écrit vraiment assez gros dedans. Donc c'est vraiment un récit qui se lisait facilement.
Mélanie Guyard, c'est la première fois que je la lisais sous ce nom-là, mais en fait je l'avais déjà lu, puisqu'elle a également publié en jeunesse sous le pseudonyme Andoris, et c'est elle qui avait écrit la série du Passageur chez Lynx à l'époque. Toujours est-il que du coup j'avais celui-ci dans ma palle, qui est un roman historique sans aspect fantastique ni quoi que ce soit, donc vraiment ça n'a rien à voir. Et du coup j'étais assez curieuse de le découvrir. Pour ce récit-là, on suit deux temporalités, on suit un récit qui se passe en 2012 et un récit qui se passe en 1942. Dans le récit en 2012, on suit un personnage masculin et ça change un petit peu par rapport à ces récits de double temporalité, de secrets de famille, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude des personnages féminins et d'ailleurs ça m'a un peu déstabilisée au départ. Cet homme Loïc se retrouve en fait au chômage et se retrouve du coup envoyé un peu par sa mère pour vider la maison de la grand-mère dans un petit village. Il va donc se retrouver là-bas et puis en fait dès qu'il va arriver on va directement lui dire « Ah mais t'es le petit-fils de la tondue, ta grand-mère c'était une collabo », enfin bref il va avoir droit à tout ça. Et en replongeant également dans l'aspect légal par rapport à l'héritage, aux terres, etc., il se retrouve forcément à se plonger dans cette histoire de famille et à découvrir exactement ce qu'a fait sa fameuse grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. On va donc suivre tout ça, c'est un récit qui m'a un peu déstabilisée parce que j'avais l'impression qu'il y avait des zones de flou et je savais pas très bien si c'est moi qui avais raté une information quelque part ou quoi. Et en fait finalement non, effectivement il y a une grosse révélation qui va venir à la fin du récit que j'avais pas du tout vu venir et qui du coup éclaire vraiment toutes ces zones d'ombre, toutes ces choses qu'on comprend pas très bien. J'ai trouvé ça vraiment bien mené, j'ai trouvé ça assez bien fait. Comme je vous ai dit c'est un titre qui est assez court donc je l'ai vraiment lu rapidement et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture que j'ai lue en format numérique, donc je vous afficherai la couverture. Il s'agit du roman qui s'appelle Souviens-toi de moi et c'est sorti aux éditions Hachette. Alors, la couverture laisse penser que c'est un roman vraiment jeunesse. En l'occurrence, on est plutôt sur un roman adolescent, voire grands adolescents, puisqu'on suit l'histoire de deux jeunes femmes qui sont juste à la fin de leur lycée, qui viennent de finir leur lycée. Ces deux jeunes femmes ont grandi dans une petite ville très conservatrice des États-Unis, mais elles sont amoureuses et elles entretiennent une liaison secrète depuis 2 ans maintenant. Sauf que notre héroïne principale va avoir un accident et que suite à sa chute, elle va se retrouver amnésique et elle a complètement oublié les dernières années, donc elle ne se souvient absolument pas de sa petite copine, elle ne se souvient absolument pas de leur histoire ni de ce qui s'est passé. Elle comprend pas du coup pourquoi cette jeune fille a l'air de s'intéresser à elle et essaye de savoir quand même ce qui s'est passé pour elle, essaye de comprendre, essaye de voir s'il reste quelque chose. On va donc suivre toute cette histoire et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que finalement voilà, on va la voir retomber amoureuse à nouveau de Nora alors que vraiment elle a grandi dans une famille qui est à l'inverse de ces courants de pensée là et finalement pour elle-même accepter qu'elle est amoureuse d'une fille c'est déjà une très grosse épreuve et c'est déjà beaucoup de questions etc. Et puis on voit également comment est-ce qu'elle a évolué dans ces dernières années, comment est-ce qu'elle s'est détachée de certaines personnes de son entourage qui étaient vraiment très fermées par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que le postulat de départ il est quand même un petit peu cliché, l'histoire de cette amnésie etc. C'est quelque chose qu'on a l'impression d'avoir un peu déjà vu, déjà lu, mais je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, j'ai été très touchée par les personnages, c'est un récit que j'ai absolument dévoré d'une seule traite. Je crois qu'il fait à peu près 300 pages, mais vraiment voilà, j'ai pas réussi à le lâcher, j'ai tout enchaîné d'une seule traite, j'ai pas mal pleuré en le lisant. Et vraiment ça a été un récit voilà, qui a été un petit coup de cœur pour moi. Je vous dis c'est pas un roman parfait, mais c'est un roman qui est vraiment très bien fait, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le recommande vraiment très chaudement. J'ai aussi beaucoup aimé la relation avec Ryan, qui est un personnage qui va avoir quand même pas mal d'importance, qui est en fait le seul autre personnage américain mais d'origine asiatique, comme c'est le cas de notre héroïne principale. Je crois qu'elle s'appelle Stanley, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et voilà, en fait, comme c'est un peu les deux seuls asiates, bah du coup, tout le monde a un petit peu l'idée qu'ils doivent finir ensemble et tout ça, donc effectivement, elle va faire des dates avec lui pour essayer de voir si ça colle, sauf que bah du coup non. Mais il va devenir un très bon ami, également un confident, c'est quelqu'un qui est plus ouvert que la moyenne des autres personnes qui vivent ici, parce qu'il vient pas d'ici. Mais voilà, en tout cas on va vraiment suivre tout ça, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. C'est écrit par une autrice qui est elle-même lesbienne, en tout cas qui est dans une relation lesbienne. On n'est pas sur un récit qui est particulièrement tragique ou quoi, il y a quand même des choses qui sont positives. Il y a des personnages qui évoluent, qui changent un petit peu leur manière de penser, il y en a d'autres pas du tout. Mais voilà, on n'est pas sur un récit que dramatique et horrible, même si, voilà, je vais verser ma petite larme. Mais en tout cas vraiment c'est un titre que je vous recommande de découvrir. Ensuite, je vais vous parler très rapidement de L'envers du décor par Tatiana de Ronet, qui est donc un recueil de nouvelles qui est publié aux éditions Pocket. Je vous dis, je vous en parle rapidement parce que c'est un recueil de nouvelles et voilà, il y a certaines nouvelles dont je me souviens un peu, d'autres qui me sont un petit peu passées à la trappe que j'ai pas plus retenues que ça.
J'aime vraiment bien le travail de Tatiana Droney, mais c'est vrai que je préfère plutôt ses romans à ses nouvelles, parce que de manière générale je préfère les romans aux nouvelles. Mais j'étais quand même curieuse de découvrir ce recueil-là, parce que c'était du coup un des seuls livres de Tatiana Droney que je n'avais pas encore lu. Donc voilà, du coup je l'ai lu. Est-ce que je vais en retenir grand chose? Je suis pas forcément sûre. Mais par contre mon compagnon qui lui aime beaucoup les nouvelles sera sûrement très content de les lire, puisqu'il aime bien celles de Tatiana Droney. Ensuite j'ai lu Angel of Greenwood par Randy Pink. C'est publié aux éditions Slalom. On est sur un titre qui se passe en 1921 à Greenwood. Greenwood en fait c'est un quartier de Tulsa dans l'Oklahoma et on est vraiment en 1921 à un moment où la ségrégation raciale est encore très présente. Sauf qu'il y a ce quartier de Greenwood dans lequel eh bien, les Afro-Américains peuvent vivre et n'ont pas spécialement de problème. Ils sont un petit peu séparés par rapport aux Blancs, mais voilà, c'est un quartier dans lequel ils vivent quand même assez bien. Ils peuvent faire des études, faire à peu près leur vie tranquillement. Sauf qu'on va voir que tout ça qui fait un peu figure d'utopie, bah effectivement c'est une utopie et que ça va pas forcément durer dans le temps. Malheureusement ce quartier de Greenwood est très célèbre pour un gros incendie qui l'a ravagé, un incendie criminel. Et du coup nous c'est dans ce contexte là qu'on va suivre deux adolescents qui vont se découvrir. Ils se connaissent en fait depuis toujours, mais ils vont vraiment apprendre à se découvrir. On va voir la relation qui va s'installer entre eux. Et on est du coup sur une très jolie relation entre d'un côté Angel qui est une jeune fille qui est vraiment dévouée à sa famille, qui a envie vraiment de bien faire les choses, qui est passionnée de littérature. Et elle a envie que les choses changent, mais elle est plutôt partisane de changements qui se font en profondeur et qui se font pas forcément dans le chaos et dans la révolte. Et de l'autre côté, on a Isaiah, et lui, Isaiah, c'est un jeune garçon qui vient vraiment d'une famille très compliquée et qui a été amené par pas mal de mauvaises fréquentations à devenir un peu un bad boy. Il enchaîne pas mal de petits délits, pas mal de choses qui font voilà, qu'il n'est pas connu dans le quartier pour être un enfant de cœur. On sait un petit peu que c'est un suiveur plus qu'un meneur, mais voilà, en tout cas il n'a pas forcément une réputation incroyable. Lui aussi en fait est passionné de littérature et de philosophes et des écrivains noirs américains qui écrivent par rapport à leur désir de liberté et leur désir que les choses évoluent, sauf que lui il est plutôt dans un courant de pensée où pour que les choses évoluent il faut que ça clash un peu, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que tous les deux ils ont pas mal de points communs mais ils n'ont pas forcément les mêmes manières de penser. Et ce qui va les rapprocher c'est leur professeur de littérature qui va leur proposer en fait un job à faire ensemble qui va être d'amener justement les livres dans les quartiers un peu plus défavorisés. Et ça va les amener justement à beaucoup échanger par rapport à tous ces livres, par rapport à leurs idées. Donc c'est à la fois des débats littéraires et également philosophiques finalement. Et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai bien aimé la relation qui s'installait entre eux. C'est un récit qui est assez court, il fait 290 pages, je l'ai vraiment lu très rapidement. Donc voilà, ça a été une bonne lecture pour ma part, mais c'est vrai que j'aurais espéré que le récit soit peut-être encore un peu plus marquant parce qu'il y avait vraiment plein de super bons ingrédients dedans. Mais dans l'ensemble, mon verdict final, c'est que j'ai passé un bon moment avec, mais voilà, qu'il m'a manqué une étincelle, un truc en plus pour moi, pour que ce soit une lecture encore plus marquante. Mais vraiment, c'est un titre que je vous recommande, c'est un titre qui est vraiment bien écrit, qui est bourré de références. Donc voilà, vraiment une chouette lecture. Pour terminer côté roman, je vais vous parler des Sentiers de recouvrance par Émilie Carbalec. C'est un titre pour lequel c'est pas forcément très facile de le résumer. Émilie Carbalec, j'avais lu son roman Les Chants de Nuying que j'avais lu pour la dernière édition du PLIB et ça avait été pour ma part plutôt une bonne découverte. C'est pas forcément un titre qui avait plu à tout le monde mais pour ma part oui. Du coup c'est ce qui m'avait donné envie de découvrir celui-ci, même si je m'attendais effectivement à ce que ce soit de nouveau quelque chose d'assez particulier, pas forcément ce que je lis le plus, pas forcément ce dont j'ai l'habitude, et effectivement c'était le cas. Pour celui-ci on est sur un titre qui est très court, qui fait 220 pages, dans lequel on va suivre au départ deux personnages et on a l'impression que ça commence vraiment par un récit un peu post-apocalyptique. On nous explique qu'on est en 2035, bon je trouve ça un petit peu proche pour que ce soit complètement crédible, mais qu'en gros il y a eu de très gros incendies et on a donc deux adolescents qui se retrouvent à partir sur la route pour essayer de fuir tout ça et puis également de fuir un peu leur contexte familial, etc. Donc on a un début d'histoire qui est un petit peu entre du post-apo, du survivalisme, et puis finalement on va comprendre que cette marche qu'ils font pour aller vers autre chose n'est pas tout à fait ce que l'on pensait et on part sur quelque chose d'un petit peu plus métaphysique qui s'explique avec différentes choses où on va découvrir en fait qu'il y a toute une communauté de personnes qui vivent ensemble pour essayer de se reconstruire, de trouver de nouveaux moyens de vivre qui sont plus écologiques, plus respectueux et qui en même temps leur permettent de se retrouver eux-mêmes parce que c'est des personnes, en l'occurrence des grands adolescents,
des jeunes adultes qui sont un peu perdus, qui sont dans des situations un peu compliquées et qui essayent un peu de raccrocher les wagons, de trouver ce qui les intéresse. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez particulier et c'est vrai qu'il y a cette partie du milieu là où on comprend un petit peu ce qu'il en retourne qui va un peu déstabiliser. Et puis finalement derrière ça on retrouve des choses un peu plus classiques qui sont vraiment en fait de l'ordre de la quête de soi, de la quête d'identité, de ce qu'on veut faire de sa vie et qui sont du coup des thématiques un peu plus universelles avec également de la santé mentale qui est abordée dedans. Comme je vous ai dit, je trouve que le fait que ça se passe en 2035 ça rend les choses pas forcément hyper crédibles. Il aurait fallu pas forcément beaucoup plus, mais je trouve voilà, dans 11 ans pour moi c'est un peu trop proche par rapport à ce qui se décrit dedans, à moins que les choses évoluent vraiment rapidement, que ce soit en matière de technologie et d'écologie. D'écologie ça pourrait, mais de technologie. Donc ouais, j'aurais trouvé ça peut-être un peu plus crédible si ça s'était passé pas en 2050, 2060, ce genre de choses. Donc voilà, un texte quand même assez particulier. Je comprends qu'il y ait des avis qui soient vraiment très partagés sur ce récit-là, je comprends que certaines personnes accrochent complètement et je comprends que certaines personnes passent complètement à côté. Pour ma part, ça a été une lecture assez déstabilisante, mais quand même avec des choses intéressantes. Pas forcément une lecture complètement de ma came, mais je suis quand même contente de l'avoir découvert. Ensuite, on va passer à mes lectures graphiques. Tout d'abord, j'ai lu le roman graphique des avions de papier. C'est un récit qui est assez particulier ici aussi, parce que j'ai pas très bien compris au départ où voulait en venir l'autrice. On va suivre dans ce récit-là deux adolescents qui se retrouvent dans une sorte de camp de redressement pour un été, qui est présenté un petit peu comme une colonie de vacances, et en même temps c'est un truc auquel ils n'ont pas trop le choix d'aller. Ce sont des adolescents qui ont fait des choses qui ne sont pas terribles, voire des choses répréhensibles, qui se retrouvent à aller là-dedans pour espérer montrer qu'ils cherchent à se racheter et ne pas aller en lycée expérimental à la rentrée suivante, mais rester dans le cursus scolaire classique, en sachant que le lycée expérimental c'est vraiment considéré comme étant le truc pourri auquel il faut pas aller parce que ça veut dire que sinon t'as pas d'avenir, enfin voilà, vraiment c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et du coup nous on va suivre donc deux personnages, une jeune femme et un personnage non binaire. Et au départ, on a l'impression qu'effectivement ils se connaissent, qu'il y a quelque chose, on ne sait pas très bien de quoi ils retournent, si c'est des amis d'enfance, etc. Et puis en parallèle de leur camp d'été dans lequel ils ont quand même pas mal de tâches à accomplir, de corvées et tout ça, qui sont quand même pas super modernes comme manière de penser et de voir l'éducation je trouve. En parallèle de ça, on a donc l'histoire de leur histoire. On va découvrir qu'ils sont pas juste des connaissances, mais qu'en fait c'est des anciens meilleurs amis qui se retrouvent là-dedans parce qu'ils ont fait quelque chose ensemble qui fait que voilà, qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. C'est un récit qui permet de parler de pas mal de thématiques qui sont intéressantes, notamment par rapport aux attentes de la famille, aux attentes de la société, de ce qu'on espère de nous et du coup de ce qu'on va accomplir pour plaire aux autres et pas forcément pour nos choix de vie à nous. Par contre c'est vrai qu'au départ, moi je me demandais vraiment qu'est-ce qu'ils foutaient dans ce camp-là. Il y avait un côté qui me faisait presque penser à de la thérapie de conversion parce qu'on voit que finalement la plupart de ces jeunes qui sont là, enfin qu'il y en a beaucoup qui ont l'air d'être un petit peu hors cadre, donc un personnage non binaire qui est genré au féminin par toutes les personnes encadrantes quasiment. On a également des personnages qui sont ouvertement lesbiens, etc. Donc c'est vrai que je me demandais un petit peu si c'était ça le truc. Apparemment non, mais c'est quand même assez particulier. Et puis petit à petit, il y a un petit peu plus d'humanité qui va venir dedans, on va montrer qu'on accepte un petit peu plus le fait qu'il soit non-binaire, etc. Et c'est vrai que du coup j'ai été un petit peu perdue par rapport à ça, que ça m'a un peu déstabilisée. Je pense que vraiment le but de ce récit-là, c'était vraiment de parler justement, comme je disais, des attentes que la société a de nous et des choix qu'on va faire, même s'ils nous peinent, parce que c'est ce qu'on attend de nous et parce que c'est ce qu'on pense qui va le plus aider l'autre et protéger l'autre personne en face. C'est un récit qui parle également d'identité et de sexualité. Au niveau des dessins, on est sur un style de dessin qui est assez moderne, dans une colorimétrie qui est plutôt sympa, donc voilà, de ce côté-là, ça m'a plutôt plu. Ensuite, j'ai également lu la bande dessinée Ama, le souffle des femmes, que j'avais déjà depuis quelques temps dans ma pile à lire, qui est publiée aux éditions Sarbacane. Si vous aimez bien la littérature asiatique et notamment sud-coréenne, vous avez déjà peut-être lu des récits sur les femmes pêcheuses qui font vivre leur famille et qui font vivre leur communauté à travers la pêche, et notamment la pêche vraiment traditionnelle, puisqu'on est sur des récits qui se passent dans le XXe siècle. En l'occurrence on va également parler de ça, sauf que ça se passe au Japon, et du coup moi c'est vrai que j'avais déjà lu plusieurs récits mais qui se passaient toujours en Corée du Sud et jamais au Japon, donc je savais pas que c'était aussi quelque chose qui se faisait au Japon. Ici le récit se passe autour des années 60 mais ça va s'écouler sur pas mal de dizaines d'années finalement, dans lequel on suit effectivement donc un village de femmes pêcheuses qui font vraiment vivre leur village. En l'occurrence au Japon ça s'appelle, à cet endroit là ça s'appelle donc des hamas.
et on va suivre finalement l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver aller là-bas et qui va aller chez sa tante qui est elle-même une ama pour lui demander de lui apprendre à devenir une ama alors qu'elle a grandi à la ville avec sa mère, donc la sœur de la femme qui était vraiment partie à la ville et qui ne donnait plus du tout de nouvelles. On va voir comment est-ce qu'elle, cette jeune femme, va un peu se reconstruire, changer de vie en retrouvant finalement ses traditions qui étaient les traditions de sa famille. C'est un récit que j'ai bien apprécié. Alors la fin est un petit peu particulière, certaines personnes ont été un peu dérangées, pour ma part non, mais voilà, je comprends que ce soit un peu spécial comme choix. Au niveau de la colorimétrie, on est vraiment sur quelque chose que dans des tons un petit peu bleus comme la couverture. Donc j'ai vraiment trouvé ça très joli, puis c'est un titre qui m'a appris pas mal de choses, donc je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Pour terminer, j'ai lu le premier tome du récit Alexandre le Verdoyant et l'élixir de vie par Reimena Lee, qui est l'autrice qui a également publié Le marchand de tapis de Constantinople et puis Séance Tea Party, donc deux titres qui ont quand même été des jolis succès. Pour celui-ci, c'est donc un récit qui va s'inspirer de l'histoire d'Alexandre le Grand. Elle va revenir en fait sur ses conquêtes, mais plus particulièrement, le récit se passe après toutes les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand et il ne lui reste plus qu'une conquête qu'il rêve d'accomplir, une chose qu'il rêve d'accomplir, à savoir acquérir l'immortalité, parce qu'il se dit que voilà, maintenant qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, en fait tout ce qui lui reste à faire c'est de mourir là où il est et qu'il n'a pas très envie. Du coup il va se lancer dans tout ça accompagné d'un sage qui est donc appelé le Verdoyant dans la version française. Et ils vont donc partir ensemble à travers tout un périple et puis pendant tout ce périple on va revenir un peu sur les différentes grandes actions d'Alexandre le Grand, ses différentes conquêtes, etc. C'est un titre qui sur le plan graphique est vraiment très intéressant parce que ça mêle à la fois le style de Reimena Lee qui est assez moderne, assez typé comme style de dessin, etc. Et à côté de ça on a également certains passages qui s'inspirent un peu des tapisseries et des peintures de médiévales. On a certains éléments qui font un peu plus penser à de l'art antique, par exemple avec les représentations qu'on peut avoir sur les poteries antiques, etc. Donc vraiment un mélange de plein de styles graphiques et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette le travail là-dessus. Ce sera donc une série et c'est prévu en 4 tomes et donc pour l'instant on n'a que le tome 1 qui est sorti puisqu'il est sorti là au mois de janvier, donc c'est vraiment une parution toute récente. Mais en tout cas c'est vrai que ça a été une chouette découverte, je suis contente de l'avoir lu. Le personnage d'Alexandre le Grand c'est pas forcément un personnage que pour ma part je connais si bien que ça. Je sais qu'il y a plein de choses différentes, certaines choses qui traitent un petit peu de la légende, d'autres qui sont vraiment des choses qui ont été avérées, etc. Donc Reimena Lee a un peu fait son mélange dans tout ça. Donc on est sur un titre qui mêle à la fois de l'histoire et puis un côté un petit peu imaginaire aussi. Et en tout cas moi j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien pour ce premier tome, donc je serai assez curieuse de voir ce que donneront les suites. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être assez concise sur les différents titres pour pouvoir vous parler d'un petit peu de tout ce que j'ai lu sur le début du mois de février. Sur ce donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!